Eh ben bonjour à tous et bienvenue à ce Pentalive numéro 8. Alors pour ceux qui débarquent, je rappelle ce qu'est le Pentalive, c'est le média online de Pentalogue. Et c'est un média qui est né dans la crise, juste quelques jours après, de l'idée de Frédéric Lanier, le patron, de Jeff Mignon et de moi. On a fait ça un petit peu comme on a pu au départ, en mode agile. C'est ça le mode agile, c'est que on apprend, on teste, on rectifie, on corrige parfois quelques problèmes techniques que l'on surmonte. Et on est là sur le terrain. L'idée de ce programme, c'est de partager les meilleures pratiques, c'est de partager des opinions, des conseils, des témoignages. Depuis 8 émissions, on en a vu passer du monde. On a plusieurs rubriques. On a 4 rubriques qui sont complémentaires. La première, c'est DEFCON 19, qui est en général un passage d'une petite demi-heure où quelqu'un vient parler d'un sujet technique, la plupart du temps assez important, technique ou stratégique. On a parlé de freelancing, d'outsourcing, de DevOps, de MVP, il y en aura encore plein d'autres. La War Room, c'est ce qu'on va faire là juste après. La War Room, c'est un espace où on prend un peu de recul et un peu de hauteur sur les sujets de ce qui nous arrive à tous là, parce on est tous dedans, hein. On est vraiment bien tous dedans. Ensuite, il y a un sujet qu'on a fait qu'une fois pour le moment qui s'appelle Résilience et que vous aimez bien, vous l'avez dit, où on entend des gens qui témoignent de ce qu'ils ont vécu pour voir comment ils ont surpassé les difficultés, comment ils ont réussi grâce à on ne sait quelle méthode, à ne sait quelle énergie, force à traverser les crises ou atteindre des objectifs. Et aussi, aujourd'hui, on aura ça après la War Room. Et puis, on a Webinar. Webinar, c'est la 4e rubrique où chaque semaine, on a au moins un webinar qui vous est accessible totalement gratuitement avec du lourd, avec du très haut niveau. Et ça aussi, on va revenir avec. Donc, ces 4 rubriques complémentaires, on y travaille tous les mardis et tous les jeudis à 17h en direct et vous pouvez les retrouver en replay alors sur la page Pentalogue, sur YouTube et puis bientôt sur LinkedIn. Donc, puisque vous nous le demandez et qu'on s'adapte. Tout ça, ça a été fait en remote. Moi, j'appelle ça du remote créatif. C'est-à-dire que Frédéric, le patron, il est pas là. Il est à Orléans. Moi, je suis à Paris. Jeff est à New York avec Christelle. Nos invités sont de partout. C'est peut-être une nouvelle façon de travailler au fond et qu'il va falloir s'adapter à créer des projets from scratch sans se toucher, les mener au bout sans se toucher. Peut-être qu'on aura la chance de se toucher à la fin pour se féliciter ou boire un coup. Je l'espère. En tout cas, merci de nous suivre. Vous allez pouvoir surtout poser des questions pendant cette émission d'aujourd'hui qui est assez riche, hein. C'est vraiment une des plus riches sans doute. Parce que la première partie, on va recevoir donc Ludovic Subran, qui est le chief économiste chez Allianz, donc une petite boîte d'assurance dont vous avez peut-être entendu parler, qui nous fait l'honneur de venir discuter avec nous 30-40 minutes pour avoir son point de vue, ce qui est quand même pas tous les jours. Et après lui, là aussi dans Résilience, donc on aura Philippe Noël, qui est un ancien paraplégique qui nous a fait un petit double DK Ironman, c'est-à-dire 20 Ironman d'affilée, en gros en 33 jours. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre si c'est pas de la résilience, ça? Alors qu'est-ce que c'est? Voilà, en tout cas, bienvenue à vous et je vais tout de suite lancer le générique pour accueillir Ludovic et Frédéric dans la War Room. March along, sing a song with the army of the free. Count the brave, count the true. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Frédéric. Salut Cyril, salut Ludo. Je vais rajouter les noms au fur et à mesure, faites comme si j'étais pas là. D'accord. Ludovic, je l'ai rencontré il y a quelques années déjà dans différents événements où nous avions la joie de participer ensemble parce que généralement c'était des cadres plutôt sympathiques. Et en particulier, on s'est vu quelques fois à l'Académie des entrepreneurs, qui est une assemblée d'entrepreneurs on va dire de niveau respectable, où en fait Ludovic a été plusieurs fois notre grand témoin économique et où il a impressionné la plupart d'entre nous. Alors d'ailleurs, j'ai invité plusieurs à regarder le show, j'espère qu'ils nous poseraient des questions, mais j'ai demandé à plusieurs académiciens de venir nous rejoindre, j'espère qu'ils seront là sur Facebook à poser des questions. Voilà comment nous nous connaissons. D'accord. Et alors, Ludovic, tu me dis donc, c'est pas moi qui fais des Ironman, hein. C'est ça le plus important. Le plus important de cette séquence, c'est que je ne fais pas d'Ironman. Non, mais peut-être que tu fais l'équivalent d'Ironman en faisant ton apport d'intelligence sur une longue durée, en modifiant, en passant d'une discipline à l'autre. Donc, juste pour savoir qui tu es, toi, tu es chef économiste chez Allianz depuis 3-4 ans. Avant, tu étais chez Euler Hermès, pardon. Ouais. Donc, en gros, ça fait quoi, une 12-15aine d'années que tu es économiste pour les plus grosses boîtes?
Ça fait 17 ans que je suis économiste, figure-toi, et j'ai fait 10 ans de public avant d'aller dans le privé. Donc, j'ai commencé ma carrière à l'INSEE. Et puis, j'ai rejoint le groupe Allianz en 2012, et d'abord dans la filiale Euler Hermès qui fait de l'assurance crédit, qui est un métier qui est particulièrement important puisqu'il s'agit de protéger la trésorerie des entreprises, gros sujet. Et puis, depuis, en effet, maintenant 2 ans et demi, je dirige la recherche d'Allianz, qui est donc la maison mère et qui a des activités d'assurance qu'on connaît, mais aussi d'investissement. C'est le plus gros assureur et le plus gros investisseur en Europe. Voilà. D'accord. Alors, Frédéric, dans les sujets qu'on a évoqués, on s'est dit avec quoi on a un petit cadre avec nous, il faut qu'on pose les bonnes questions. Hein, c'est ça qu'on s'est dit? Oui, à peu près, oui. Et toi, au début, et on s'est dit que peut-être la première question, c'était compte tenu de sa connaissance, Ludovic, tu me dis si je me trompe, de ta connaissance du marché allemand, et puis d'avoir une vision un peu globale sur les choses, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait parler de voir quelles sont les différences de mesures prises par les gouvernements américains, allemands et français, on va dire les trois qu'on connaît le mieux et qui sont peut-être le plus importants, par rapport aux entreprises et surtout par rapport aux PME? En fait, c'est intéressant parce que cette crise a commencé dans l'économie réelle, puisque au début, il y a eu une crise plutôt du commerce mondial, puisque c'était la Chine qui était principalement touchée. Donc, des pays comme l'Allemagne ou l'Italie étaient peut-être plus touchés relativement que la France, notamment par leurs débouchés export, mais aussi par des possibles ruptures d'approvisionnement. Après, il y a eu un choc financier, et puis enfin, il y a eu ce choc de confinement qui, du coup, a mis un peu tout le monde sur un pied d'égalité ou pas. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, tout le monde va faire, comme en Chine et en Italie, 1 mois, 2 mois de confinement. Puis après, on va sortir progressivement. Puis on s'est rendu compte que certains pays, de la Suède aux États-Unis en passant par l'Allemagne, ont décidé de ne pas confiner aussi strictement que ce qu'on a pu faire en France, puisqu'on aura peut-être 8 semaines de confinement en France assez strictes. Et ça, c'est important à comprendre parce que c'est ce qui justifie aussi que la sortie de crise va être très concurrentielle entre nos pays. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est en effet la réponse des politiques publiques. Comparativement à la crise de 2008-2009, l'ensemble des faiseurs de politiques publiques ont décidé d'agir très fortement, que ce soit les ministres des Finances ou les banques centrales. Donc, aux États-Unis, la Banque fédérale américaine a mis des trilliards de liquidités, y compris aujourd'hui en essayant d'acheter directement de la dette d'entreprises qui sont un peu en difficulté, notamment ces entreprises qui sont très endettées et qui sont à risque, par exemple, d'avoir une note abaissée par les agences de notation. Et puis, en Europe, la BCE a essayé, elle aussi, de faire de même avec ce fameux programme qui s'appelle PEP et qui consiste à ce que la BCE achète sur le marché secondaire de la dette des États européens, ce qui permet d'éviter une contrainte, un stress financier, notamment sur des pays comme l'Italie, mais aussi comme les pays comme la France et l'Allemagne. Et donc, ça a été pour la partie liquidité. Éviter à tout prix d'infecter le système financier, éviter à tout prix d'avoir un resserrement des conditions monétaires et financières, éviter à tout prix que la trésorerie des entreprises, mais aussi que leurs projets d'investissement ne disparaissent comme neige au soleil. Et puis, à côté, la réponse des politiques dites budgétaires, donc des ministres des Finances, a été on va dire, 4 points de PIB de mesures de dépenses supplémentaires à presque 6-7 points de PIB, donc on va dire en gros de l'Allemagne à la France. Et c'était principalement des mesures de soutien via le chômage partiel, mais aussi des mesures de garantie de prêts publics, mais aussi, on le voit maintenant, des retards ou des retards acceptés de charges, de paiement de charges qui pourraient peut-être se transformer enfin par annulation de charges. Et donc, c'est vrai que aux États-Unis, il n'y avait peut-être pas le chômage partiel. Du coup, ils ont fait ce fameux PPP, le Protection Program, qui consiste à donner directement une espèce d'assurance chômage aux Américains. Ce qui s'est soldé d'ailleurs par des situations un peu cocasses où certains Américains touchent plus d'argent dans ce schéma de chômage partiel ou de chômage technique qu'ils ne touchaient quand ils étaient dans l'emploi. Et puis pareil, beaucoup de garanties, l'ensemble des acteurs du système économique et financier qui s'est mis dans la machine ou dans le soutien. Malgré ça, et c'est ça qu'il faut comprendre, aux États-Unis aujourd'hui, tu as 26 millions de personnes qui sont aux allocations chômage. Et en France et en Allemagne, bien sûr, tu as à peu près pareil entre les deux pays, presque 10 millions en Allemagne et peut-être bientôt 10 millions en France de gens qui sont au chômage partiel. Ce n'est pas du tout les mêmes statuts, mais pour montrer l'ampleur de la crise. Et ce qui va être intéressant, c'est justement entre les pays de voir d'ici 3-4 mois quels sont les pays qui vont connaître plus de faillites et ceux qui vont en connaître moins. Parce qu'en fait, l'ensemble des mesures ont été mises en place pour protéger l'emploi, ou du moins pour protéger le niveau de vie, comme aux États-Unis. En fait, ils n'ont pas protégé l'emploi, ils ont laissé les gens aller sur le marché, hors du marché de l'emploi, en disant on va vous aider avec un chèque, en fait, signé par le président Trump lui-même. En France et en Allemagne, on a décidé de garder les gens en lien avec l'entreprise, ce qui est très important, mais beaucoup d'entreprises sont rentrées dans cette crise déjà affaiblies.
soit avec une trésorerie très faible, soit avec déjà des courants d'affaires très marqués par la concurrence, par le manque d'investissement dans le digital, etc. Et donc, ce qui va être assez frappant dans les 3-4 prochains mois, parce qu'on voit bien que le virus, il y a eu une phase très forte de choc. Et maintenant, on est dans ce purgatoire pendant quelques temps. C'est-à-dire qu'on va certainement avoir une reprise en demi-teinte, avec peut-être même des reconfinements pendant 3, 6, 9 mois, 12 mois. Et donc, ça va être un marathon, presque un Ironman. Et donc, l'idée, c'est justement combien d'entreprises on peut sauver et combien d'emplois on peut sauver. Et à ce jeu-là, je trouve que l'Allemagne est peut-être un peu avancée. On voit les chiffres qui sont tombés, par exemple, aujourd'hui. On voit que l'industrie française est très marquée comparativement à l'industrie allemande, alors que l'Allemagne devrait être 2 fois plus marquée puisqu'elle est très touchée par le commerce international, que ce soit sur ses fournisseurs ou sur ses clients. Deuxième chose, on s'inquiète beaucoup de l'incitation ou de la désincitation des mesures. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont utilisé le chômage partiel, mais par exemple, les économistes américains disent nous, on n'a pas voulu faire le chômage partiel. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils avaient peur des effets d'aubaine en disant du coup, les gens ne vont pas aller vers les secteurs qui repartent plus vite, ils vont préférer rester en veilleuse dans leurs entreprises. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment les mesures qui vont marcher le mieux. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des trajectoires très différentes, y compris dans les dates de déconfinement, et que du coup, ça risque de donner des parcours de sortie très différents, ce qui inquiète. Une concurrence déloyale en sortie. Pour les Italiens, il faut comprendre que le mois qu'ils perdent par rapport à l'Autriche ou à la Tchéquie ou à l'Allemagne, c'est des carnets de commandes, des milliards qu'ils perdent de potentiels carnets de commandes. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que le président Macron s'est exprimé aujourd'hui pour dire arrêtez les bêtises avec le déconfinement par région. Je comprends bien que dans les régions les moins touchées, vous voulez sortir et aller voir vos familles, mais si on commence à dire que certains territoires ont le droit de reproduire avant d'autres, ça met une concurrence déloyale sur le territoire. Et puis surtout, on n'est pas sûr que ça reparte bien parce qu'il faut que tout ça marche entre les fournisseurs, les clients, les débouchés, c'est important. C'est bien de vous laisser repartir, mais vous n'allez pas recommencer la production si vous n'avez pas de clients. Donc voilà, désolé pour l'intro longue, mais c'était pour montrer qu'on ne sait pas encore quel est le modèle qui marche le mieux. On sait que les modèles européens, par leur résilience et les tuyaux qui étaient déjà en place, vont certainement éviter beaucoup la pauvreté et peut-être éviter plus de chômage que les modèles américains, mais risquent de manquer d'agilité pour la reprise. Et notamment, ce manque d'agilité va peut-être se voir encore davantage dans un pays comme la France, pour lequel les incitations à repartir risquent d'être difficiles, parce qu'on sait que quand l'État se met dans les affaires, c'est difficile de lui enlever les fils. Frédéric, tu as quelque chose à rajouter, j'imagine. Non, c'est très impressionnant. Merci pour cette intro, Ludo. Elle est vraiment de grande qualité. On se demande un petit peu à la fin de tout ça quel est le bon instrument de mesure. Est-ce que ça sera effectivement le nombre de faillites, la croissance? Et ça sera intéressant que tu reviennes nous dire. J'imagine que ça sera probablement la croissance, le juge de paix in fine de qui a joué le mieux. Mais c'est évidemment ce que tu viens de dire, parce que c'est une perche tendue incroyable pour moi sur l'agilité qui me touche, puisqu'en fait c'est un peu téléagile ici. Et c'est très intéressant de voir cette vision agile portée au niveau de l'État. Je trouve que dans les choses qu'on a entendu dire récemment, vous vous souvenez, quand les entreprises se sont mises à faire autre chose de leur capacité de production, et en particulier ces fameux respirateurs, etc. Et c'est tout à fait, j'ai lu quelque part que le temps qu'il a fallu pour aux États-Unis envoyer des employés de Ford faire des respirateurs versus le temps qu'il a fallu en France versus le temps qu'il a fallu en Allemagne, eh bien c'est en France qu'il a fallu le plus de temps pour envoyer le moins de monde faire des respirateurs. Et je ne suis pas sûr que ce soit exactement le bon indicateur économique que cherche le chief économiste d'Alliance dans tout ça, mais en tout cas ça mesure bien en fait cette capacité à rebondir et partir dans autre chose. Et aujourd'hui en fait j'ai l'impression que la clé c'est effectivement la capacité à intégrer la lecture de nouveaux éléments pour très vite repartir dans autre chose. Et en fait, le temps qu'il a fallu pour décider de faire le confinement risque d'être proportionnel, et le temps de se lancer dans de nouvelles productions risque d'être la même chose que le temps qu'il faudra pour déconfiner et partir et repartir sur autre chose. Et c'est effectivement l'agilité qui est mesurée ici. C'est difficile en effet de voir quels sont les modèles qui vont le mieux fonctionner, parce que comme tu dis, on va de toute façon tous avoir des récessions majeures. En France, on s'attend à près de 9% de récession. Au deuxième trimestre, on aura certainement des récessions à 2 chiffres. Enfin,
Et donc, il y a plein de mythes qui commencent à apparaître sur les femmes à la tête de l'État gèrent mieux, puisqu'on a vu qu'en effet, de la Nouvelle-Zélande à l'Allemagne, en passant par Taïwan, il y avait peut-être des gestions notamment de ce fameux R0, hein, donc ce facteur de contagiosité de l'épidémie. D'aucuns ont vu tout de suite que les hubs asiatiques étaient beaucoup plus efficaces, et donc on a essayé d'expliquer ça en disant ils sont naturellement plus ouverts sur le commerce, ils sont plus agiles, et puis au final Singapour a reconfiné. Donc en fait je pense que on sait mais pas peut-être vraiment est-ce ce qui agile, va marcher. peut-être est-ce agile de reconfiner. Peut-être, exactement. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que on va apprendre, bien sûr, et on apprendra peut-être tard, quelles sont les décisions qui ont le mieux marché. Mais ce qu'on voit, notamment pour les entreprises, et je reviens à ton point, Frédéric, moi j'ai été choqué de la mise en place des tests en Allemagne versus la France. C'est-à-dire qu'en Allemagne, tout de suite, les entreprises ont réorienté leur production et n'ont pas attendu nécessairement par décret qu'elles soient poussées, obligées, forcées à tester comme elles le voulaient. Et donc, ces incitations du secteur privé, elles vont être essentielles, parce que moi, j'ai une grande peur, même si je suis un économiste plutôt qui croit à un modèle de capitalisme beaucoup plus inclusif, etc., je suis très inquiet des risques, notamment, d'administrer une grosse partie de l'économie et du coup de plus donner les bons signaux prix à des agents économiques lorsqu'il s'agit de la production, le commerce, etc. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a certains secteurs, le transport, la restauration, l'hôtellerie, le transport aérien notamment, où on ne sait plus vraiment comment ils vont fonctionner sans aide de l'État. La restauration, si par décret vous n'avez pas le droit d'ouvrir le restaurant après le 11 mai, bien sûr qu'il va falloir des mesures de soutien en cash et qu'il va y avoir des tonnes de faillites. Et donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de ne pas laisser à l'entrepreneur la liberté d'entreprendre. Et donc, je lisais Jean de La Fontaine, là, et il y a cette phrase que j'ai déjà oubliée malheureusement parce que je suis mauvais avec les citations, mais c'est l'ennemi de la liberté, c'est un besoin de sécurité excessif. Et je trouve qu'en France, on attend peut-être beaucoup, et notamment notre génération, on attend beaucoup d'un État très paternaliste dans les décisions qui sont à prendre. Puis on voit que c'est difficile parce qu'on n'a jamais eu de pandémie, ou du moins pas dans le temps de nos dirigeants politiques, et qu'en fait on apprend. On sera bien meilleur pour la deuxième. Mais pour celle-ci, on n'a été pas très bon, et je trouve qu'on n'a pas assez fait confiance aux entrepreneurs. On n'a pas assez fait confiance à comment l'entrepreneur peut très vite, et on le voit. D'ailleurs, le capitalisme français, les entrepreneurs français qui sont nos patrons de LVMH, nos patrons ces gens-là, très vite, ils ont mis leur production dans des choses qui étaient utiles pour la France. Et je trouve que dans les petites et moyennes entreprises, on n'a pas su peut-être trouver ce vivier d'entreprises qui étaient prêtes à fonctionner d'une certaine façon en respectant les protocoles sanitaires, en étant agiles dans une situation de crise, et qui auraient pu peut-être libérer des forces vives et surtout aider à protéger l'économie française. Parce que le problème de l'aide qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que maintenant, il faut savoir débrancher chacun des fils de soutien public. Ça veut dire débrancher le chômage partiel pour les entreprises qui n'en ont pas besoin parce qu'elles avaient de la trésorerie ou de l'épargne. Ça veut dire éviter qu'on suradministre certains secteurs pour lesquels on ne sait même pas si les entreprises vont décider de repartir un jour parce qu'elles ne savent pas quand, comment et dans quelles conditions. Et donc, moi, ça me fait peur que les vieux démons français de Jacobin, le plan, on entend beaucoup parler du plan, etc. Moi, ça m'inquiète parce que je me dis, mince, je croyais que depuis maintenant, peut-être 4-5 ans, on avait enfin compris et on avait porté cette voie d'une France où on libérait un peu les énergies vives. Et ça, je pense qu'il va falloir porter cette voie et continuer de la porter parce qu'on risque de se priver d'une capacité de rebond, d'un tremplin qui va aider à cette reconstruction parce qu'on va devoir reconstruire. Ce n'est pas une guerre parce qu'il n'y a pas eu de destruction de capacité de production, etc. Mais dans la confiance des gens, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui va mettre du temps à se remettre en place et on va avoir besoin de tout le monde, y compris les entrepreneurs. Et donc, il faut arrêter des grandes injonctions et des grandes choses très verticales parce que ça va malheureusement... on va perdre en cette agilité qui fait peut-être que dans d'autres pays, ça repart un peu mieux. Ouais, je crois qu'en fait, il y a deux manières de rater l'agilité, de manquer d'agilité. Il y en a une première, et c'est la première dans laquelle on est tombé, c'est de manquer d'humilité. Je racontais quand on a pris l'antenne je crois que c'était dans la première émission, je disais que je revenais d'Europe de l'Est et moi j'ai décidé de fermer nos locaux notablement plus tôt en fait que tout ce qui s'est fait ailleurs pour permettre de mettre toute notre production à l'abri et d'avoir tous nos gens le plus longtemps possible en bonne
bonne santé pour ne pas perdre basiquement de flux de production. J'ai pensé à mon entreprise. J'ai pensé à mes collaborateurs en pensant à mon entreprise. Et en fait, je pense que le manque d'humilité, ce que j'ai appris à l'occasion, en étant en Europe de l'Est, en parlant aussi avec nos collaborateurs en Asie, etc., c'est qu'ils étaient face à un phénomène naturel. Ils voyaient que devant un phénomène naturel, on ne fait pas le fier à bras. Et donc, on ne tient pas de discours de c'est pas pour nous. On a eu un petit peu du c'est pas pour nous. En Europe, c'est quand même arrivé. On a entendu des choses aussi basiquement énoncées que ça, quoi. Et puis, on va pas enfoncer les portes ouvertes sur les masques et sur les etc. Mais ce petit rempart. Ce petit bout de tissu, c'est quand même pour les Asiatiques le fait de reconnaître humblement qu'on a besoin de quelque chose. Eh bien, les Est-Européens étaient exactement pareils. Ils nous demandaient autant de protection pour eux-mêmes et pour leurs activités et pour leur travail. Et ils étaient beaucoup plus humbles que quand je suis rentré à Paris ou que j'ai été aux États-Unis dans la même période où finalement les restos étaient pleins, personne faisait attention, etc. Donc, première manière de manquer l'agilité, c'est de manquer d'humilité. Et la deuxième manière c'est celle que tu viens de dire, c'est que, je ne vais pas le dire encore comme Jean de La Fontaine, je ne connais pas non plus la citation, mais c'est que la peur engendre le danger. Et donc, le risque maintenant, c'est d'être parti dans une direction où systématiquement on va avoir besoin de se surprotéger. Et le politique, c'est le rempart absolu. Les décisions politiques, on va décider que si, que ça, etc. Et effectivement, la peur va immanquablement engendrer le danger parce que ça fait un petit peu de temps quand même qu'on a découvert que le plus grand driver du bonheur matériel, c'était et finalement même du bonheur tout court, c'était la liberté. Donc je pense effectivement que là il y a un vrai gros risque là-dessus en France aujourd'hui. On a entendu effectivement des phrases qui ont fait très 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 peur. Je me souviens, Ludo, en préparant l'émission, on avait parlé de cette histoire et je l'ai cité déjà une fois ici, de paracétamol, quoi. Tout ce qu'on a entendu sur la production de paracétamol qui devrait être un enjeu national. On a entendu alors que finalement, le paracétamol, c'est quand on a mal à la tête et c'est un médicament de confort. Et on a entendu qu'il fallait qu'on produise tous nos paracétamol. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en produire, mais ça veut dire qu'il faut peut-être être plutôt dans un rapport d'intermédiation recalculé, d'indépendance calculée plutôt que de dire il nous faut l'indépendance totale, quoi. Voilà, parce que ça peut devenir absurde. Ça, c'est peut-être un des bienfaits de l'Europe, d'ailleurs, c'est qu'on aura du mal à vendre des idées souverainistes. Moi, je comprends tout à fait la position de protection. Enfin, le credo du président, c'est libérer, protéger. Et donc, il est dans un mode de protection aujourd'hui. Et donc, de dire aux Français qu'on va rapatrier des principes actifs, qu'on va rapatrier des chaînes de production, c'est une façon de leur dire on ne se laissera pas avoir deux fois par cette dépendance, cette vulnérabilité qu'on avait acceptée, qui nous a mis peut-être au début dans une pénurie de masques, de gel sanitaire, de plein de choses. Mais moi, je dis toujours attention parce que je parlais tout à l'heure des signaux prix. En tant qu'économiste, ce qui m'inquiète, c'est que soit on assume et on crée un marché dit des capacités, comme on fait pour l'énergie, des volumes. C'est un peu ce qui est en train de se passer d'ailleurs sur le marché du pétrole. Il y aura des prix négatifs parce qu'à un moment donné, l'offre et la demande, il y a trop d'offres, il n'y a pas assez de demande. Et donc, même si c'est sur les futurs, il y a un problème de stock. Et donc on est habitué à ces marchés par les capacités. Dans le reste, si on fait ça sans la réalité des prix, ça veut dire qu'il faut qu'on assume, par exemple, que une télé ou quelque chose qu'on aimerait produire en France, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, quand vous demandez aux Français, ils vous disent « Ah bah oui, je suis prêt à acheter français parce que ça coûte plus cher. » Mais quand vous êtes au SMIC, je suis désolé, vous n'êtes pas prêt à acheter français parce que ça coûte plus cher. Donc, la vraie question sur ces histoires d'autonomie industrielle, puisque ce sont les mots qui sont utilisés, c'est de limiter un maximum. Moi, je comprends tout à fait qu'on ne veuille pas revivre une période de peur, de pénurie. Mais il faut faire attention entre autosuffisance ou le côté autarcique et une volonté d'indépendance parce que par exemple on peut gérer ça par des commandes en avance, on peut gérer ça par des lignes préférentielles, on peut gérer ça par des liens privilégiés entre ses fournisseurs et ses clients. Et moi je me dis que l'Europe servira aussi à ça, à éviter qu'on essaie de subventionner à grand coup des filières
européenne sur tous les secteurs. Je comprends qu'on veuille le faire pour un très petit nombre de secteurs, mais ça, pareil, c'est très important de le dire très vite aux entreprises. Imaginez-vous si vous êtes dans un secteur où vous faites de l'import-export et que vous faites travailler des milliers de gens et qu'on est en train de vous dire attention, à cause du coronavirus, maintenant on va tout rapatrier en France. Vous, votre business model, il risque d'être mis en danger. Et je trouve que je comprends la réaction dans l'urgence, mais il va falloir très vite passer de l'urgence, qui comprend des tonnes de mesures, on en a parlé, des trilliards et des trilliards, à la relance, ou une forme de réparation de l'économie. Mais attention à ne pas vouloir réparer avec des vieux démons que sont les démons protectionnistes, pour lesquels on sait que ça veut dire faire augmenter les prix aux consommateurs, ça veut dire des salaires qui n'augmenteront pas tout autant, donc forcément des histoires de pouvoir d'achat. Et puis surtout, ça veut dire que ça prendra beaucoup plus de temps d'être autonome, alors que l'idée, c'est peut-être justement de comprendre ou d'apprendre de cette crise qu'il est encore plus important de tisser les relations interentreprises et de travailler dans un écosystème où on se fait confiance et on a des intérêts communs, et du coup, on peut appeler ses fournisseurs. Et regardez par exemple sur les masques, c'est fascinant. Le gouvernement pendant très longtemps a dit qu'il ne fallait pas de masques. Maintenant, l'Académie de médecine dit qu'il faut des masques. Moi, le nombre d'entreprises que je connaissais qui avaient accès à des masques, le nombre de pharmacies qui allaient sur tous les plateaux télé, les pharmaciens, l'union des pharmaciens qui disaient nous on retrouve des masques mais on ne veut pas nous laisser les importer. Ça vous montre que quand vous gérez par les capacités, au lieu de laisser l'offre et la demande se faire dans la mesure du possible, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de spéculation, etc. Ça marche peut-être mieux quand vous essayez d'administrer. Donc moi, je comprends la peur et je comprends le besoin d'autonomie industrielle, je comprends ce besoin d'éviter d'être dépendant et vulnérable dans une situation de crise où on ne sait pas trop quoi faire. Mais je dis attention à vouloir, par la contraposée, devenir refaire des ateliers d'État en France sur des produits, des services sur lesquels ça va nous coûter beaucoup plus cher et ça ne va pas être efficace et du coup on ne pourra pas les tenir. Et donc on a vu ce que s'est passé à côté de nous. C'est exactement ce qu'a fait la Russie en 2014 quand elle a été soumise aux sanctions. La Russie en 2014 a dû relancer des activités dans différents secteurs parce qu'elle n'avait plus accès aux chaînes internationales. Regardez, ça n'a pas été vraiment relancé, c'est-à-dire ça a été des niches à rente dans tous les sens parce que c'était la structure de l'économie veut ça, mais de deux, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc les Russes aujourd'hui, en plus avec cette surcrise, sont dans une situation très difficile. Donc moi je comprends, mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire refonctionner ou de réparer l'économie sans casser des volontés. Par exemple, on risque d'avoir une relocalisation des biens, mais davantage de délocalisation des services. Parce que les gens auront vu qu'on sait travailler depuis la maison. Donc la localisation géographique sera peut-être moins importante. Ça, il faut laisser faire ce mouvement de balancier. Parce que si vous forcez, je comprends qu'on veut protéger l'emploi à tout prix, mais l'emploi, il est davantage, et on l'a vu dans les 3-4 dernières années, on a davantage d'emplois créés en France quand on laisse les forces vives de l'économie travailler et créer de l'emploi parce qu'elles ont les bonnes incitations, plutôt que quand on essayait, pendant les 5 ou 10 années précédentes, de booster l'emploi à coup de mesures dans le secteur de la construction. Donc ça fait partie des choses qu'il faut garder en tête, justement, en période de crise, pour éviter de faire des erreurs et donc de rajouter de la crise dans la crise. Il y a un dernier petit truc que je veux dire. Je suis absolument, évidemment, totalement raccord. On s'en doute bien avec, en particulier, tes dernières phrases. Mais il y a également d'autres choses qu'il faut pas manquer la cible. C'est-à-dire que quand on veut diminuer les risques, quand on veut gérer les risques, et que pour cela on dit qu'il nous faut moins, il nous faut moins de dépendance à l'égard de l'extérieur et plus d'indépendance. Faut pas oublier que l'indépendance peut être le siège du risque. L'endroit où nous on va produire telle ou telle chose, notre usine de paracétamol peut potentiellement être la première à vivre un risque industriel ou un risque sanitaire à un moment donné. Et dans ce cas-là, si on ne s'est pas basé sur une stratégie d'interdépendance sur laquelle l'Europe est peut-être un très très bon framework, parce que c'est une zone de coût quand même assez variée finalement d'une extrémité à l'autre, je pense que ça peut être extrêmement dangereux du point de vue du risque lui-même de se baser sur l'indépendance. Donc c'est ce que la diversification, ça marche dans toutes les situations. Exactement. Et ça faisait, c'est pas j'ai l'impression que, les entrepreneurs le savent très bien. Ça fait des années qu'ils luttent pour diversifier leurs fournisseurs, par exemple. Parce que ça fait 4-5 ans qu'on voit qu'il y a, à cause du nombre de faillites et de la création destructrice, il y a de moins en moins de fournisseurs, il y a une plus grande dépendance. Le nombre d'entreprises françaises qui tiennent leurs fournisseurs à bout de bras,
parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de changer de fournisseur. Il n'y en a pas d'autres. Ça a été, je pense, ça s'est révélé depuis le début des années 2000. On se rappelle de Fukushima, des inondations en Thaïlande, mais plus proche de chez nous. On a vu que les ruptures de chaîne d'approvisionnement, c'était un sujet. Et donc, moi, je pense que, bien sûr, la diversification et travailler en bonne intelligence intrafilière avec ses fournisseurs et ses clients, on va le voir d'ailleurs lors de la reprise. On oublie ça, mais le vrai sujet, ça va être la banque invisible. On voit déjà les délais de paiement qui explosent. On voit déjà les besoins de trésorerie. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit gérer de toute façon, qu'on soit en France ou à l'étranger. C'est toujours les mêmes. Tu parlais de prévention, c'est toujours les mêmes principes qui fonctionnent, de se préparer au risque. Et voilà. Et maintenant, je pense que ce qui était un risque qu'on considérait comme secondaire est maintenant devenu un risque primaire. Et donc, il faut apprendre à travailler avec, mais pas à grands coups d'incantation. Oui, de barre à droite, de barre à gauche. Exactement. Et laisser justement le tissu entrepreneurial et français trouver ce nouvel équilibre en lui permettant, en lui donnant les mêmes accès que d'autres pays et surtout que d'autres zones géographiques. Parce que le vrai sujet aussi, c'est que dans cette crise-là, on risque de voir une montée en force de nouveau de l'Asie. Parce que 25% de l'emploi dans les pays du sud-est asiatique sont liés au tourisme et à la manufacture. C'est des pays-usines pour le commerce mondial. Et donc, ces emplois-là, ils vont forcément vouloir, ça va être leur cheval de bataille, ça va être de subventionner ces emplois-là pour rester dans la chaîne de valeur de la Chine, qui elle-même va continuer d'exporter, puisque c'est la première à avoir été touchée et la première à en être sortie. Donc, on va avoir encore plus de tensions sur comment garder l'emploi dans ces secteurs globalisés. Et c'est probablement un des endroits du monde le plus complet d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur également. Donc les plus indépendants dans l'absolu dans un cycle de lockdown successifs. Ouais. Effectivement. Je suis sûr que Cyril a une question, mais j'ai trop de questions. T'as trop de questions. Mais je vais peut-être. J'en ai une quand même. J'en ai une. Vas-y. Une qui vient des gens. Mais Ludovic l'a abordé un petit peu. Qui venait de ton cœur. Voilà. Mais vas-y. T'as dit quoi? J'en sentais une qui venait de ton cœur. Mais... Non, de mon cœur, il y en a trop. Non, c'est sur l'Europe, justement. Est-ce que l'Europe, globalement absente de cette crise, est une source de perte d'agilité? Je ne sais pas. Moi, je suis un Européen convaincu. Donc, je trouve que l'Europe a manqué le rendez-vous avec l'histoire en début. Parce que je pense qu'il fallait absolument... Alors maintenant, ils se sont rattrapés depuis, que ce soit peut-être principalement grâce à la BCE, mais aussi dans les annonces, et notamment cette annonce de 500 milliards. Mais moi, je veux absolument éviter pour ma région du monde d'avoir une reprise comme on a eu en 2012, c'est-à-dire que l'Italie devienne la prochaine Grèce. Moi, je voulais absolument éviter ça. Il se trouve que malheureusement, les Italiens ont été davantage touchés, puis les Espagnols, que l'Allemagne, que l'Autriche, que la Hollande, même si la Hollande est aussi très touchée, peut-être que la France. Et donc, au début, j'ai vu le territoire jouer, primer, parce que c'était l'État qui reprenait le dessus, et la dimension européenne était absente, et du coup, je me suis dit, mince, on va revivre des tensions énormes. L'Italie avait vraiment l'impression qu'on l'abandonnait, et puis qu'en plus, on lui donnait des leçons sur sa mauvaise gestion de la crise. Je me rappelle la porte-parole du gouvernement. Enfin, c'était une séquence très difficile qui, à mon avis, aura quand même des effets cicatriciels. Et puis après, je pense que la BCE a fait ce qu'il fallait pour la liquidité aux banques et aux entreprises. Les gouvernements essaient de se coordonner, notamment sur le déconfinement progressif. Et maintenant, je me dis, tout l'enjeu de cette crise, c'est de trouver des solutions locales et supranationales. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est que souvent les solutions locales marchent très très bien, et après il faut s'assurer le terme anglais d'empowerment est moche, mais c'est comme ça, qu'on donne une certaine marge de manœuvre, et qu'on essaie de faire converger, puisque tous ces territoires sont liés. Un choc dans le secteur de l'automobile allemande de 100, c'est un choc de 80 sur le secteur de l'automobile en Tchéquie, en Autriche, en Suisse, en Italie, de 60 sur la plasturgie, de 40 sur le textile, etc. Donc, ces chaînes de valeur, elles restent très, très liées. Donc, l'Europe a un rôle à jouer de s'assurer que le marché unique continue de fonctionner. Ça, c'est pour la crise. Et puis, pour la reprise, je pense que l'Europe sera le niveau sur lequel on pourra compter pour avoir un vrai effet levier. C'est-à-dire, si on veut vraiment avoir des trilliards pour une forme de relance, peut-être verte, peut-être autour de l'économie du savoir, peut-être qu'on veut redonner
un peu de souffle à l'esprit européen, comme on avait fait, ou comme les États-Unis, par exemple, avaient fait ce super stimulus Obama en 2010. Ça avait plutôt très bien marché pour relancer l'économie américaine, alors que pendant ce temps-là, en Europe, on faisait la chasse à l'austérité, je vous rappelle. Donc, il y a eu une grande divergence des parcours. Et donc, cette fois-ci, on a compris qu'on ne le fera pas, même s'il y a quand même des voix qui s'élèvent en Hollande, dans les pays buveurs de bière, pour éviter la relance à tout prix. Donc, l'Europe a un rôle à jouer de cadre général pour éviter que certains pays plus riches ou plus gourmands en profitent pour subventionner une partie de leur tissu industriel. Ça, c'est un vrai risque. Mais l'Europe va surtout donner, à mon avis, des nuances à cette reprise qui vont être importantes. Mais les solutions, je pense qu'il faut les laisser, ou du moins sur l'emploi et sur les chaînes de valeur, il faut laisser les entreprises aussi essayer des choses à leur niveau. Parce que si on attend trop de la France comme de l'Europe, on va se retrouver comme en Italie aujourd'hui, où la plupart des patrons crient si vous voulez, le choc de trésorerie sur l'Italie, où le confinement était très strict, mais aussi les banques étaient déjà mal en point. Et en plus, les débouchés sont aussi à l'arrêt, comme la France, etc. On a un vrai sujet, c'est-à-dire que des boîtes italiennes qui vont survivre à cette crise, on risque d'en avoir très peu, alors que ça faisait partie de ces PME qui étaient très agiles, donc très rapide à l'export, peut-être moins digitalisé, c'était un des sujets. Et donc moi je m'inquiète beaucoup justement du fait que en comptant trop sur un cadre européen, puisque le Premier ministre italien a dit c'est à l'Europe de décider comment on déconfine tous. Pendant ce temps-là, l'Allemagne a déjà annoncé, puis la France, puis etc. Donc il faut attendre de l'Europe, à mon avis, un chemin, des rails, des grandes orientations. Et en revanche, les solutions, je pense qu'elles resteront locales. Et tu voulais dire un truc, sinon moi j'ai une question de néophyte, j'ai une question de littéraire. Vas-y. Je représente la majorité silencieuse de ceux qui n'ont peut-être pas tout compris, mais ça sonnait bien. Il sort l'argent là qui sort de partout. Ça va pas créer quelque chose comme une énorme dette là qu'on va devoir payer à un moment ou pas? Là, c'est vraiment la question. Si. Alors la dette, c'est toujours un sujet, c'est-à-dire on partait déjà dans la crise avec beaucoup de dettes, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, puisqu'on parle souvent de la dette publique. On s'intéresse beaucoup à la dette publique, mais il ne faut pas oublier la dette privée. Et la dette privée, je rappelle que les entreprises françaises sont beaucoup plus endettées que les entreprises allemandes ou italiennes, par exemple. Donc la dette sur fonds propres des entreprises françaises, en moyenne, même après cash, est 20 points, 30 points au-dessus de la dette sur fonds propres des entreprises allemandes, par exemple. Donc bien sûr, le fait qu'on ait choisi de répondre à cette crise par des mesures qui favorisent l'endettement, des États qui vont devoir dépenser plus ou subventionner ou créer du chômage partiel, des choses comme ça, et des entreprises pour qui on donne des prêts garantis, mais qui auraient peut-être besoin de cash, mais ça c'est un autre sujet pour un autre débat, du coup oui, on crée beaucoup de dettes. Alors est-ce que c'est un problème ou pas? Oui, c'est un problème parce que il se trouve que la dette risque de s'empiler dans des secteurs ou des économies qui étaient déjà très endettées. Donc pour les économies, c'est notamment l'Italie. Ce que fait la BCE, c'est-à-dire en rachetant beaucoup de dettes sur les marchés, enlève ce qu'on appelle le problème de liquidité. C'est-à-dire elle enlève le problème pour que l'Italie, vous vous rappelez peut-être, en 2014, elle s'endettait sur les marchés à 14% à 10 ans. Ouais. Très brièvement. Aujourd'hui, la BCE fait en sorte que l'Italie, elle s'endette max à 1,7%. Donc elle a un service de la dette qui, même si elle s'endette de 20 points de plus, sera toujours gérable en fait à moyen terme, tant que l'Italie a de la croissance. Et le temps que l'Italie a de la croissance est important. Mais donc sur les États, moi je ne suis pas très inquiet parce que les taux vont rester très, très bas. Ce qu'on sait, c'est que normalement, après une pandémie comme ça, les taux réels, donc les taux auxquels vous vous endettez moins l'inflation, ils restent relativement bas. Donc vous vous endettez très peu cher. Donc, et pour les États, moi j'avoue, je ne crois pas dans une zone comme la zone euro, un problème dit de solvabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème pour qu'on vous prête de l'argent, c'est un problème où on pense que vous n'allez jamais rembourser l'argent. Ça, en zone euro, ou du moins pour les pays, c'est pas un problème. Après, bien sûr, comme on a quand même des critères en Europe qu'on ne respecte pas, je pense que les critères de Maastricht, de 60% de dette sur PIB, l'Allemagne y est arrivée péniblement cette année, elle n'y était pas depuis 10 ans, et puis elle n'y sera pas encore pendant 10 ans. Donc bon, après, ça dépendra des critères. Le seul sujet, c'est après, qu'est-ce qui se passe avec cette dette pour ce qui est des pays? Donc pour les pays, soit on a un peu plus d'inflation, mais bon, on ne voit pas trop d'inflation venir tout de suite. Ça dépendra aussi de ce que font les banques centrales. Pareil, c'est un débat compliqué, mais bon, voilà. Peut-être plus d'impôts, ça c'est un vrai sujet. Mais surtout, ce
qu'il faut miser, c'est plus de croissance. Et donc, le vrai débat aujourd'hui, c'est de faire de la relance pour s'assurer que le dénominateur, qui nous a fait grand défaut de ce dette sur PIB, qui nous a fait défaut en 2010, 2011, 2012, repart très fortement. C'est pour ça qu'il ne faut pas louper la relance. Sur les entreprises, c'est un peu différent. Parce que pour les entreprises, il y avait en Europe, si on prend les 5 gros pays de la zone euro, avant la crise, près de 20 000 entreprises qui sont ce qu'on appelle les entreprises zombies. C'est-à-dire des entreprises qui déjà payaient énormément de dettes financières et surtout, elles payaient plus que ce qu'elles faisaient comme profit chaque année. Et donc, c'est des entreprises qui ont souvent un chiffre d'affaires en croissance nulle, des gros coûts fixes, et puis c'est des entreprises qui auront du mal à se mettre à jour avec la concurrence. Comme un État surendetté, quoi. Ouais, à part qu'un État, une entreprise, c'est quand même très différent. Parce que l'entreprise, elle peut vraiment avoir une crise de solvabilité. L'entreprise, là, la BCE va l'aider parce qu'elle va pouvoir se financer moins cher, puisque les banques vont tenir des coûts de financement moins chers. L'entreprise, elle va pouvoir, pour certaines, aller sur les marchés, elle se finance très peu cher. Même les entreprises qui sont limite, la BCE a dit, on va faire comme la Fed, on va acheter directement les dettes des entreprises sur les marchés. En revanche, une entreprise, si elle a vraiment plus d'argent qui rentre, elle est en impayé, elle est en défaut, et donc là, il y a une question de solvabilité. Donc ça risque d'être un vrai sujet, parce que moi, je pense qu'il y a des secteurs, notamment, où on a donc le BTP, les services de proximité, où il y avait déjà des entreprises qui étaient très vulnérables, et pour qui cette crise, c'est-à-dire 3 mois sans chiffre d'affaires, par exemple, ou 4 mois ou 5 mois avec des chiffres d'affaires minimes, vous allez non seulement avoir, plus personne va vouloir vous prêter, mais surtout, vous n'allez plus pouvoir payer vos dettes financières, et puis vous n'allez plus pouvoir payer vos fournisseurs. Et là, pour elles, ça, c'est un sujet, la dette. Pour les États, moi, je suis moins inquiet, mais peut-être que c'est une déformation professionnelle. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment que dans les pays où les institutions, notamment la monnaie ou la crédibilité des finances publiques est vraiment mauvaise. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas qu'on revivra une situation comme la Grèce. On a décidé de rester ensemble, on reste ensemble. En revanche, vous voyez dans certains pays émergents que ce sujet de la dette va devenir un problème. On a vu l'Équateur, le Liban, l'Argentine dans les 6 derniers mois. On pourrait très bien voir d'autres pays, soit à cause de l'absence de revenus pétroliers, Bahreïn, Kazakhstan, Oman, soit parce que les pays sont vraiment dans une situation difficile, notamment certains pays africains, s'ils venaient à avoir à s'endetter très fortement pour confiner et puis pour aider les gens. Donc, je pense aux pays africains qui sont endettés en eurobond, par exemple. Donc, justement, Ludovic, on a a juste une question, sauf si Fred, tu voulais interrompre, mais à propos je t'en prie, on a une question à propos de l'Afrique, je le répète phonétiquement. Hein. On parle de l'annulation de la dette des pays d'Afrique, ce qui livrerait l'Afrique à la Chine, mais pourrait-on annuler nous-mêmes nos propres dettes? Alors, en fait, on parle J'adore le rire. Non, mais ouais, parce que... Alors, c'est vrai qu'on a, c'est porté d'ailleurs par la France, on a décidé d'annuler, non pas la dette, mais le service de la dette. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire aux Africains, payez pas ce que vous nous devez comme comme remboursement de dette cette année, et vous les repérez quand vous pourrez. Certains disent même on n'a qu'à carrément annuler une partie de la dette, et la question se pose y compris pour le créditeur chinois, qui est le gros fournisseur de dette bilatérale aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Est, en Éthiopie, en Angola, enfin c'est en Afrique du Sud-Ouest, mais du Mozambique, de la Zambie. Et donc la Chine est clairement parmi les pays où on va lui dire attention, est-ce que tu veux restructurer la dette, est-ce que tu veux annuler une partie de la dette, etc. Donc ça c'est parce que le créditeur est étranger, c'est ce qu'on appelle de la dette externe, et donc les gens se mettent autour de la table. On a déjà fait ça en Amérique latine dans les années 90, en Argentine, ça n'a pas très bien marché, au Mexique, les Bradisband, ça a mieux marché. Bon, voilà. Le club de Paris, ça s'appelle comme ça, c'est à Paris, et puis on se met autour de la table et on dit, voilà, chacun prend des pertes. Et puis... Alors, est-ce que nous, on peut s'annuler une partie de notre dette entre nous? La réponse est oui, on l'a déjà fait. Pour la Grèce, on avait fait un truc qui s'appelle le PSI, Private Sector Involvement, et on avait décidé qu'une partie des créditeurs privés de la Grèce, notamment des institutionnels, avaient accepté de faire ce qu'on appelle un effacement de dette de 60 milliards. Donc on l'a déjà fait dans une situation de crise. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de le refaire? Parce que c'est une vraie question. Est-ce qu'on devra restructurer les dettes? Ça s'appelle restructurer, ça veut souvent dire réétaler, mais ça veut souvent dire aussi prendre des pertes maintenant au lieu de ne jamais prendre du cash. C'est une possibilité. La chance qu'on a, c'est que, comme les États-Unis, l'Europe, et notamment la zone euro, a une banque centrale qui est assez crédible et dont le bilan grossit à vue d'œil. La Fed a
a acheté 2 trilliards de dettes d'État américains au cours des 3 dernières semaines. Et similairement, la BCE, on n'a pas encore les chiffres, mais aura certainement acheté presque, à mon avis, quelque chose comme 250 milliards au cours des dernières semaines de dettes d'État. Donc en fait, on n'a pas besoin de s'annuler la dette parce que la Banque centrale achète cette dette qui vient sur son bilan. Et la chance qu'on a, c'est que tant que l'euro est crédible, tant que la signature de la Banque centrale est crédible, en fait, on ne regarde pas trop le fait que cette banque centrale, notre BCE, elle a plus de passifs que d'actifs à son bilan parce qu'elle n'est pas regardée comme une banque normale. Et c'est ce qui nous permet d'éviter d'avoir à s'effacer la dette entre nous. Ça s'appelle la création monétaire. C'est assez magique, mais il se trouve que ça marche plutôt bien quand on a confiance dans les institutions. Ce n'est pas le cas. Alors, ça pourrait être le cas, c'est peut-être un peu compliqué, mais pour les pays de l'Afrique francophone, de la zone CFA, ça fait partie des solutions, par exemple, que moi, je pousse en disant on peut aussi faire un mécanisme similaire auprès de la Banque de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Au lieu d'éviter, au lieu de forcer des restructurations de dettes qui, on le sait, sont souvent très coûteuses en termes de mesures à prendre, notamment quand c'est la Banque mondiale ou la FMI qui propose des plans d'ajustement. Voilà, donc c'était une réponse longue, mais c'est un sujet un peu compliqué. Donc nous, on n'a pas trop besoin parce que notre Banque centrale est très forte. Mais ça pourrait très bien arriver si à un moment donné on jugeait, par exemple, que l'Italie arrive à des niveaux de dette insoutenables avec des coûts de service de la dette trop forts et que comme elle est en impayé, ce qui s'était passé pour la Grèce en 2012, on doit restructurer une partie aussi de la dette italienne. Donc il faudrait se mettre autour de la table, etc. Parce que les montants sont tellement énormes et que les créditeurs sont principalement italiens, notamment les banques italiennes, que c'est ce qu'on appelle la doom loop en anglais s'enclencherait et donc on aurait en plus un sujet de l'économie réelle avec les banques italiennes qui feraient défaut. Donc on veut pas ça et donc on utilise notre banque centrale comme un pis-aller mais qui marche plutôt très très bien puisque ça évite justement de perdre beaucoup d'argent. Merci Ludovic pour cette courte réponse. Frédéric, tu voulais un cours d'économie, hein. Moi j'adore, mais il va falloir que je le regarde en replay, je pense un petit peu. Dis-moi si moi je suis. Non, mais le problème, malheureusement, c'est que ça prendrait peut-être plus de temps et qu'on arrive au bout. Alors Frédéric, je pense qu'il faut que tu. Ouais, ça passe vite. On avait 40 minutes, on est déjà à 48, les gars. Donc ça filoche avec la dette. Hein. Ouais. Donc Frédéric, dis peut-être un mot encore. Déjà, j'ai un point d'inquiétude. Déjà, j'ai un très gros point d'inquiétude à l'issue de tout ce qui vient de se dire. C'est que j'ai très très peur pour le coup de soleil que Ludovic est en train de prendre. Je le vois se produire en direct. C'est la vitamine D. La vitamine D protège du coronavirus. Donc, on m'a dit ça. Donc, je pense qu'Allianz est en train de se faire des cheveux. Et je voudrais pas être responsable de ça. Mais j'ai quand même une méchante question. À la fin. Ce sera la dernière. Oui, ça sera la dernière. Mais c'est parce que j'aimerais avoir son avis sur finalement, est-ce que le Covid-19, selon toi, est-ce que c'est le début d'une récession proportionnellement longue à la durée du cycle de croissance précédent, dont on dit que ce fut l'un des plus longs depuis le deuxième millénaire. Tu veux dire que est-ce qu'on rentrerait dans une est-ce que les 10 ans qu'on a eu avant peuvent nous laisser penser qu'on va avoir derrière une récession incroyablement longue derrière et que c'est le début je pense pas. de très longue récession. Ouais. Non, moi je pense pas. Non. Je pense pas parce que tout est fait et notamment ces construits économiques un peu compliqués font tout pour éviter justement qu'on répète l'erreur de 2008 où en fait on est retourné au niveau d'avant-crise en 5, 6, 7 ans parfois, 10 ans parfois. Ouais. Donc on essaie d'éviter ça. Et puis c'est une crise de l'économie réelle, donc il va y avoir beaucoup de casse. C'est très darwinien, faut arrêter de croire que, je me rappelle le président qui nous dit il n'y aura pas de faillite, il n'y aura pas de chômage, j'interdis aux entreprises. Et donc on voit qu'il conditionne les aides, donc bien sûr l'idée c'est vraiment sauver l'emploi, sauver les entreprises, il y aura de toute façon de la casse. En revanche, si on devait penser que la récession va être longue de toute façon parce qu'il y a ce tunnel, tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'on n'a pas les capacités pour remettre de la confiance, de tester, masquer, traiter, vacciner, c'est compliqué, ça c'est sûr, hein, ça va être une période de purgatoire très longue. Mais pour qu'on ait vraiment une longue récession, ça voudrait dire que on n'arrive pas à repartir. Et moi, je me dis, il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas.
pas de raison que ça repart pas. C'est-à-dire que bien sûr que les gens vont pas ressortir, ils vont pas voyager, ils vont pas aller au resto, ils vont pas faire des anniversaires à 200 personnes. Ok, fine. Mais par exemple, je te donne un chiffre qui moi j'y pense toujours, c'est-à-dire aujourd'hui, si on devait estimer le taux d'épargne des Français en temps réel, il serait à 30%. 30%. Parce que là, agrégé, bien sûr qu'il y a des gens qui sont en situation difficile, mais le fait que les gens ne consomment pas tous les trucs qu'ils ont pu consommer par avant, qu'ils n'investissent pas autant qu'ils devraient investir, peut-être aussi qu'ils ont peur du lendemain, le chômage et tout ça, aujourd'hui, on a un taux d'épargne qui est 2 fois ce qu'il était il y a 3 mois. Cette épargne-là, on va bien en faire quelque chose. On ne va pas les laisser dans le petit cochon et attendre que l'inflation nous grignote, tu vois. Donc, tout est une question de donner la bonne incitation, la bonne visibilité. Mais moi, cette épargne-là, elle n'est pas détruite comparativement à la crise de 2008-2009 où il y avait des Américains qui se retrouvaient avec zéro épargne, tu vois. Donc, moi, je pense que je me dis ça fait partie des raisons où je me dis, bah non, c'est comme un dimanche ou un long week-end, le week-end de Pentecôte, là, et puis là, on revient le mardi, et puis bah, on repart. Et donc, il y a eu un long week-end pendant lequel ça s'est passé. Ce long week-end, il a duré 6-9 mois, ouais. Un assez long week-end, en effet. C'est sur cette belle image, Ludovic, pleine d'espoir pour nous tous qui sommes en plein week-end. Merci beaucoup, Ludovic. Profite bien de ton confinement. Merci, Frédéric.